QSGFM. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, pour parler des législatives et régionales prochaines. Une partie de l'opposition réclame de nouvelles institutions depuis l'annonce du délai donné par le gouvernement à la CENI pour organiser les prochaines élections régionales et législatives, c'est-à-dire au plus tard fin du premier trimestre 2024. Des voix s'élèvent encore dans la classe politique togolaise, surtout de l'opposition, pour réclamer un certain nombre de choses, de critiques des institutions qui seraient à la fin de leur mandat, qui seraient toujours en cours d'exercice, et demandent qu'un certain nombre de dispositions soient prises pour permettre d'organiser des élections acceptées par tous. Et la dernière en date, c'est ce communiqué publié par l'Alliance, certains partis politiques et une partie du CAR aussi en griffe, parce que ça aussi c'est critiqué par une autre partie du CAR. Quoi qu'on dise, certains appellent à relancer la discussion au niveau du cadre permanent de concertation, d'autres disent qu'il faut trouver un autre mécanisme pour les discussions, d'autres appellent à renouveler la CENI, d'autres appellent à renouveler la Cour constitutionnelle, plein d'institutions qui sont doigtées. Que faut-il dire? En tout cas, les élections, selon l'annonce du gouvernement, doivent avoir lieu au plus tard fin du premier trimestre 2024. Je voudrais bien commencer par vous, Samir. Les élections sont annoncées et l'agitation dans la classe politique. Oui, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Vous savez, ce n'est pas tout ce que les acteurs politiques disent ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est vrai. Ils ne sont pas détenteurs de la vérité la plus absolue. La plupart du temps, ils mentent aussi. Donc, il faudrait qu'on prenne ces différentes déclarations comme étant vraiment des déclarations de ceux qui prétendent avoir le pouvoir. Donc, quand tu es à la conquête du pouvoir pour l'exercer, comme on le dit toujours en politique, tous les moyens sont bons pour arriver à son but et tout ça là. Mais quand on regarde véritablement ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que nous avons des institutions qui s'animent véritablement. On se rend compte que nous avons des institutions qui sont mises en place pour veiller à ce que les élections régionales et les élections législatives se tiennent dans de bonnes conditions, avec l'implication et en s'assurant que les mesures qui sont prises aient une connotation inclusive. Et vous savez toutes les étapes qui ont été parcourues, non seulement l'élection des membres de la CENI, donc le renouvellement des membres de la CENI qui s'est fait de façon participative et inclusive. Donc aujourd'hui, quand vous prenez la CENI, vous avez la représentation de toutes les comment l'appelle-t-on, les colorités, de toutes les couleurs véritablement de la classe politique togolaise. Donc vous avez la majorité présidentielle, vous avez l'opposition parlementaire, vous avez l'opposition extra-parlementaire, vous avez la société civile et vous avez ensuite le représentant de l'administration. Quand vous prenez les différents démembrements de la CENI aujourd'hui, les CELI et tout ce qui va avec, c'est le même processus qui a été enclenché par les plus hautes autorités de notre pays. Quand vous prenez l'organisation du recensement électoral, c'est le même processus. Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans ce processus-là. Nous avons vu les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle, appeler les populations à sortir et à se faire recenser. Au-delà de ça, quand vous prenez le débat qu'il y a eu autour du fichier électoral, par le passé, les acteurs politiques ont demandé à ce que le fichier électoral soit audité par une partie extérieure, donc aux acteurs locaux. Et par le passé, vous avez vu la revendication qui a été, comment l'appelle-t-on, mise sur la table, a été portée par l'opposition togolaise. À l'époque, elle avait demandé à ce que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est décriée aujourd'hui comme étant l'oiseau de mauvaise augure aujourd'hui, qu'on ne voit pas. Bien sûr, mais on a dit que l'OIF... Attendez que je finisse. On a accusé l'OIF de jouer le rôle donc du pouvoir. Vous avez lu les choses. Mais l'opposition accuse l'OIF de pouvoir jouer le rôle. Pour lequel eux, ils n'étaient pas au courant. Ça ne veut pas dire mais ils n'étaient pas au courant, mais vous êtes à la CENI. C'est-à-dire que vous êtes à la CENI. C'est-à-dire que toutes les initiatives qui sont prises par la CENI engagent tous ceux qui prennent part aux travaux de la CENI. Si vous êtes élu, vous prenez de l'argent à la fin en termes d'indemnité et après vous vous désengagez de toutes les décisions qui sont prises par la CENI, ça vous regarde. Aujourd'hui, nous avons le cadre permanent de concertation qui peut être saisi par tout acteur politique qui juge opportun de pouvoir porter un certain nombre de questions
au niveau de cette CENI. Mais qu'est-ce que les gens font? On les voit sur les médias, on les voit en train d'organiser des conférences de presse en dénonçant le découpage électoral, par exemple, alors qu'on sait véritablement que le découpage électoral actuel tient compte d'un certain nombre de paramètres. C'est pourquoi je l'ai dit en début de mes propos que tout ce que les acteurs politiques disent, ce n'est pas tout qui est vrai. La plupart du temps, ils mentent aussi. Donc quand on prend le découpage électoral aujourd'hui, ils disent que la majorité présidentielle a pris en compte l'aspect démographique pour pouvoir pour pouvoir opérer le découpage, ce qui fait que un certain nombre de localités de notre pays, notamment, ils ont ciblé la région maritime. J'ai eu à poser une question aujourd'hui, et entre-temps, sur vos plateaux. Vous pouvez comprendre que si, par exemple, la région maritime ou le Grand Lomé, je dis les choses de façon hasardeuse. Donc, si par exemple la région maritime représente 3 millions d'habitants, vous savez, nous faisons 8 millions. Est-ce qu'au nom du seul critère démographique, parce que le Grand Lomé fait 3 millions, on doit automatiquement octroyer, par exemple, 25 députés. Non, je dis de n'importe quoi. On doit octroyer, par exemple, sur les 91 députés, 54 députés, donc à la région maritime, sans tenir compte du critère géographique, de la superficie et d'un certain nombre de réalités sociologiques de notre pays. Donc, le gouvernement ne reste pas dans un coin pour opérer un découpage électoral. Nous savons qu'il y a des experts électoraux. On sait que l'État sollicite l'expertise des gens qui s'y connaissent dans ces questions-là, en tenant compte donc des discussions politiques qui ont lieu. Cela ne voudrait pas dire que parce que vous sortez un beau matin, vous dites que la région maritime doit avoir 54 députés et on doit vous octroyer 54 députés quand même. Nous ne sommes pas dans votre village, nous ne sommes pas dans une famille où les gens gèrent les choses familiales en catémini. Nous sommes dans une république. Et dans une république, il faut tenir compte de l'aspiration de tout le monde. Donc il faut tenir compte des réalités de chacun. Aujourd'hui, nous avons à peu près combien? 37 préfectures. Mais même au-delà, nous avons combien? 37 préfectures. Est-ce que vous trouvez normal que certaines préfectures ne soient pas représentées à l'Assemblée nationale? Parce que vous, on doit satisfaire vos ambitions politiques, on doit satisfaire vos déshydratats. Non! Je pense qu'il faudrait à un moment donné que les gens prennent conscience et se disent qu'en réalité, ce n'est pas en sortant tous les jours, en vociférant, en organisant régulièrement des conférences de presse qu'on arrivera à des consensus. Je pense que le gouvernement est ouvert dans ce sens-là, avec la mise en place, par le passé, d'un cadre même qui a servi à des réformes. Aujourd'hui, nous avons le CPC. Si vous avez des griefs par rapport à un certain nombre de choses qui se font dans le cadre du processus électoral, si vous dites que la CENI qui est en place aujourd'hui n'a pas de compétences pour organiser les élections, sortez les éléments matériels, basez-vous sur des thèses. Si vous dites que l'Assemblée nationale qui est en cours aujourd'hui, parce que il y aura un décalage de 2 ou 3 mois, si vous pensez qu'on doit vous appeler, vous acteurs politiques, on doit vous appeler pour qu'on s'assoie, pour déterminer quelle transition, de combien de mois, de 2 mois, d'un mois et demi, mais il faut que les gens soient, il faut qu'ils soient réalistes envers eux-mêmes. Et ces questions-là, je pense qu'on peut trouver des solutions en menant des discussions ouvertes, inclusives et participatives. Et je pense véritablement que certains acteurs politiques de l'opposition, je pense aussi que le pouvoir en place, le gouvernement est disposé à ce qu'on trouve des solutions à tous les problèmes et qu'on puisse avoir des élections apaisées, transparentes et participatives. Merci beaucoup à vous, Samir, pour cette première intervention. Germain Pouli, depuis l'annonce du décalage pour l'organisation des prochaines élections législatives et aussi régionales, fin premier trimestre 2024, des réactions ont refait surface, surtout dans la classe politique de l'opposition, demandant la mise à jour d'un certain nombre d'institutions. Oui, moi je ne comprends pas ces nouvelles revendications parce que vous savez que, par exemple, cette CENI a été mise en place pour organiser justement ces élections. Et vous savez qu'il y a un cadre... Si on dit les élections n'ont pas été organisées à temps, il faut revoir la composition de la CENI. Oui, justement, oui, cette CENI a été mise en place pour organiser cette élection qui n'a pas eu lieu, qui a un retard de quelques semaines ou quelques mois. Voilà, et donc ce n'est qu'un retard. Si on met en place une nouvelle CENI, on reprend le boulot. Cette CENI a déjà fait un travail
Et je crois que je pense que c'est des postures beaucoup plus politiques, parce que en réalité, on n'a pas besoin, et on parle aussi de retoucher le cadre permanent de concertation pour que d'autres acteurs viennent aussi apporter leur contribution, ce qui n'est pas une mauvaise idée, sauf que dans la réalité, ce cadre a été toujours ouvert. Certains l'ont boycotté, ils sont revenus et ils s'occupent de tous les sujets qui intéressent la vie de la nation, pas seulement les sujets politiques. Et tout le monde peut apporter ses préoccupations. On a vu, quand il s'agissait de prolonger la révision des listes, le recensement électoral dans la zone 1, le cadre a eu à se prononcer dessus, et qu'il n'était pas opportun de le faire. La CENI l'avait dit, le cadre a confirmé, et on est passé à autre chose. Donc je crois que ces sorties aujourd'hui sont que des postures politiques. C'est le moment de se faire remarquer, c'est le moment de dire qu'on existe, c'est le moment d'entrer dans la danse aussi. Donc chacun s'organise à sa manière, mais en même temps, ce n'est pas tout ce que l'opposition dit qu'il faut rejeter. Il y a des demandes qui peuvent être analysées, parce que l'objectif, quand on va à une élection, surtout dans nos pays, c'est d'arriver à des élections inclusives, des élections acceptables et accepté par tous à la fin. Donc quand il y a des observations qui sont faites et qui sont objectives, il faut les analyser et trouver des réponses appropriées. Alors dans cette logique, vous voyez qu'on parle que l'idée d'un redécoupage électoral réapparaît, où certains estiment qu'il faut refaire un découpage qui n'est pas favorable, alors que celui qui est là n'est pas favorable à l'opposition. On avait entendu déjà parler de l'opposition qui n'est pas en adéquation avec la répartition de la population. C'est ce qui est dit. Oui, mais il y a quelques années, justement, c'était un découpage qui n'est pas favorable. De toute façon, l'objectif, c'est quoi? C'est que ce découpage fait que un parti gagne. Et si quelqu'un demande un redécoupage, c'est un redécoupage qui lui sera favorable. En termes clairs, c'est ça. Maintenant, quand ils disent c'est pas en adéquation, quel est le critère pour un découpage? Est-ce que c'est le nombre d'habitants? Est-ce que c'est la superficie? Est-ce que ce sont d'autres réalités? Donc tout ça est pris en compte. Mais là, je crois qu'on peut le faire, comme avant le 2012, où il y a eu quand même avant, disons en 2006 déjà, pour les législatives de 2007, il y a eu l'accord politique global et les acteurs politiques se sont entendus sur la composition de la CENI, sur ce découpage justement. Ils peuvent se retrouver et travailler sur le découpage si c'est vraiment important pour la suite du processus. Mais par le passé, on a quand même constaté que le problème de l'opposition qui sortait perdante des élections, c'est pas une question de découpage, mais c'est beaucoup plus une question d'implantation. Sur le plan national, nous avons des chefs de parti qui veulent avoir des fiefs ou qui pensent que le pouvoir a des fiefs, et ça fait que dans d'autres partis, vous verrez des leaders politiques ici à Lomé qui ne connaissent même pas 50 kilomètres après au nord, ils savent même pas, ils sont jamais allés. Donc, ils vivent à Lomé ou dans une zone proche, et ça va être difficile de remporter une élection comme ça sur le plan national. Maintenant, les acteurs politiques se sont entendus pour mettre en place ce cadre-là, pour connaître de tous les sujets important à une bonne organisation, et je pense que si tel est le cas, s'il y a des exigences qui sont objectives et pourront être revues, je pense quand même qu'on a un gouvernement qui met la priorité sur le dialogue, qui a intérêt à réussir cette élection comme l'ont été les autres élections, en tout cas depuis 2007. Le Togo a enchaîné un cycle de bonnes élections, et le gouvernement ne peut pas se permettre de ne plus être dans cette logique. Maintenant, entre nous, il y a des revendications qui ne sont que de simples postures politiques. Il y en a qui méritent qu'on s'attarde un peu et que les acteurs eux-mêmes s'entendent sur les règles du jeu, mais globalement, cette CENI aujourd'hui, on le disait, est une CENI consensuelle, donc au sein de laquelle siègent
les différents courants politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, et c'est l'institution qui organise et supervise le processus électoral avec l'appui donc du ministère de l'administration territoriale. Il y a un cadre qui est là, qui se réunit de temps en temps, qui a une présidence tournante. Et je crois que ce cadre-là pourra être le mieux placé pour connaître de ces sujets-là. Et je pense véritablement qu'il se penchera dessus. On a encore 3 mois. On espère que tout cela sera aplani et que le Togo puisse tenir ses élections dans le nouveau calendrier fixé d'ici fin mars 2024. Justin Yanani, comme je le disais, la classe politique de l'opposition, ou du moins c'est une partie, parce que c'est pas eux tous aussi, réclame de nouvelles réformes, qu'on revoie la situation de certaines institutions. Parmi les institutions les plus ciblées, c'est la Cour constitutionnelle, c'est la CENI qui est en charge de l'organisation de ces élections. Il y en a qui réclament aussi une amélioration du CPC ou la création carrément d'un autre cadre pour permettre des discussions politiques. Entre-temps même, certains avaient demandé des assises nationales des discussions en vue d'élaborer une charte de transition. Oui, effectivement. Mais d'entrée, je dirais que je suis un peu étonné tout à l'heure de la réaction de M. Sama, parce que à l'entame de cette émission, ces échanges, vous l'aviez présenté comme quelqu'un de la société civile. Oui, il est juriste et président d'une organisation, d'une association, mais je le vois quelqu'un qui a défendu bec et ongle la position du gouvernement vis-à-vis de ce qui est posé comme question. Il est libre de défendre sa position. Tout à fait. Seulement, je suis un peu étonné. Puisque maintenant, je me demande si c'est un militant du parti au pouvoir ou si c'est son association. Il est de la société civile. Est affilié. Maintenant, sur la question que vous venez de poser, je pense qu'on doit reposer la problématique autrement. Qu'est-ce qui a pu amener à cette situation-là aujourd'hui? C'est parce que dans le délai imparti, suivant le calendrier républicain, donc les élections législatives n'ont pas pu être organisées. On renvoie la tenue de ces élections-là sur le premier trimestre du mois de l'année 2024. Alors que, à l'entame de cette année, sur votre même chaîne, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a annoncé que nous sommes dans une année électorale, qu'il va y avoir les élections régionales et les élections législatives. Les élections régionales, l'expérience, le Togo ne l'a jamais fait. Mais pour les élections législatives, il y a un calendrier républicain qu'il faut respecter. Et je fais observer que durant toute cette année, il n'y avait pas eu de manifestations ou de problèmes majeurs qui puissent empêcher le gouvernement de ne pas organiser les élections. Si l'annonce est faite et qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été dit, aucune communication n'est faite pour expliquer à la population togolaise, je suppose que nous sommes considérés, nous qui sommes des citoyens. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas pu organiser dans le délai les législatives. Je ne comprends pas. Maintenant, sur la base des revendications, peut-être qu'on en parlait en off avant l'entame de cette émission, mais j'ai fouillé, j'ai trouvé. Donc, dans le code électoral, il y a une section qu'on appelle la section 2, des attributions des membres de cette CENI. Donc, ils ont un mandat, véritablement un mandat d'1 an, mais renouvelable. Et les dispositions disent quoi? Que les membres de la CENI sont en poste jusqu'au renouvellement des nouveaux membres élus. Ça suppose quoi? Quand ils ont un mandat et ils sont en poste, et que la raison pour laquelle peut-être qu'ils sont nommés, ils n'ont pas pu tenir les élections dans le délai, ça suppose qu'une fois que les élections n'ont pas passé, ils sont toujours là jusqu'au renouvellement. Et ces dispositions relèvent également que c'est valable également pour toutes les institutions, les membres de toutes les institutions qui prennent serment avant la prise de leur fonction. Pour ce qui concerne votre question que vous avez posée, pour ce qui concerne l'institution qui est comment on l'appelle, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, soyons pragmatiques, réalistes. Les membres de la Cour constitutionnelle manquent.
il y a certains qui sont décédés. Ils ne sont pas au complet. Ils ne sont pas au complet. Donc il faut forcément que ces gens-là soient quand même remplacés. La constitution soit complétée. Mais que disent les dispositions? Mais il faut la proposition des membres du Sénat d'abord avant de procéder. Alors que le Sénat aujourd'hui n'est pas encore en place. Et ça pose également des problèmes. Vous prenez l'institution qui est la HAC. Comme je l'ai fait également observer tout à l'heure, donc le mandat de ces membres-là sont déjà dépassés depuis. Et c'est l'Assemblée nationale qui doit procéder à l'élection des membres et après qu'ils prêtent serment devant la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a problème. Ce sont ces manquements-là que l'opposition a relevés. Maintenant, vous à nous, posons la question si ces revendications-là sont légitimes ou non. Pour ce qui concerne le CPDC ou le CNAP, les acteurs qui ont pris part ont révélé que même ils ont pris des initiatives. Qu'il doit y avoir des corrections avant la tenue des législatives. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ces acteurs-là qui dénoncent ou disent, même des propositions qui ont été faites au niveau de CNAP ou CPC, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ces propositions doivent être traduites dans les faits comme des tests. Mais ça n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté délibérée de ne pas aller de l'avant. Et pour la suite, ça fait un bon moment que les membres de ce cadre de concertation n'ont plus se retrouver. Où est la volonté politique dans tout ça? Maintenant, par rapport à ce qui est dit, le découpage électoral, vous allez visiter l'histoire politique du Togo. Après la signature de l'accord politique global, le 20 août 2006, Maître Gbagbo a été nommé au poste de Premier ministre. Il a eu à organiser les législatives. Et en son temps, le Togo a manifesté la volonté politique d'inviter les partenaires techniques à venir superviser. Je fais le cas également de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Après les législatives de 2007, il s'est fait que le parti au pouvoir, le RPT, a réuni en tout et pour tout, au cours de ces élections-là, 900 000 et quelques voix. L'opposition dans son ensemble a réuni plus d'1 million de voix. Mais au finish, l'opposition s'est retrouvée avec une minorité à l'Assemblée. Et les voix se sont élevées, ce n'est pas la première fois. Et qui me renvoie également sur l'article 52, dont il est question aujourd'hui. Cette mission d'observation, malheureusement, je n'ai pas les textes ici, je vais vous les lire, a demandé que les questions de découpage électoral soient quand même véritablement posées. Et l'opposition l'avait posée. Il y avait eu des cadres, après les législatives de 2007, je ne me trompe pas. Il y avait eu des cas Togo Télécom, on a eu des discussions. Ce problème a été posé. Et j'avoue que depuis lors, il n'y avait pas de volonté politique puisque ça puisse être corrigé. Et c'est resté jusqu'à ce jour comme ça. Mais je posais la question à un acteur politique la fois dernière. Mais vous réchauffez également ce débat-là. Pourquoi vous n'avez pas posé le problème? Il m'a dit que le problème a été posé dans le cadre qui a vu le jour au lendemain de la présidentielle. Mais c'est tellement qu'il y a eu tellement de dilatoires et que le gouvernement ne voulait pas aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est une revendication légitime ou non? Moi, je pense que le débat que nous devons mener aujourd'hui, c'est d'aider notre pays à aller de l'avant. Le chef de l'État a annoncé une année électorale, et effectivement, le mandat a échu. Mais je me pose des questions. Mais quand on est juriste, quand on analyse, il y a la loi et l'esprit de la loi. Les députés ou les membres de la CENI ou les membres de la Cour constitutionnelle ou les membres de la HAC sont toujours en pause jusqu'au renouvellement. Ça ne voudrait pas dire que lorsque le délai ou le calendrier est là, on fait fi de ne pas le respecter. Et lorsqu'on tombe dans le délai, on tombe dans le flot-clos, on dit voilà, il y a une disposition de l'article 52 qui est là, qui vous donne droit de continuer. Et c'est après que on vous annonce que dans le premier trimestre de 2024, il va y avoir les élections législatives. On est d'accord, il y a eu une disposition de l'article 52 qui clarifie un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on arrive là? Il faut quand même le dire parce que si par le passé on a eu à décaler, c'est parce qu'il y a eu des manifestations et des contestations dans les années 2012. Cette année, durant toute cette année-là, on sait qu'on est dans une année électorale. Pourquoi on n'a pas pu organiser les élections? Mais venez nous le dire. Sans ne pas le faire, je pense que lorsque sur la question de la classe de l'opposition pose le débat, même de la société civile, on s'inquiète. Je pense que ces inquiétudes-là sont tellement légitimes et je pense qu'on doit aider le Togo à aller de l'avant par rapport à tout ce qu'on fait là, tous ces calculs qu'on est en train de faire là, qui n'honorent pas le pays. Merci beaucoup. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on refasse un autre tour sur certaines questions.
Ouais, vous avez tellement pris de temps que le temps qui nous reste est très peu. Samir disait, juste rapidement, Samir disait que pour le découpage, il ne faut pas juste considérer l'aspect démographique. Qu'est-ce que vous en dites rapidement? Non, il faut en tenir compte. J'explique terre à terre. Pas uniquement l'aspect, si je suis fidèle à son esprit. Parce que il y a aussi l'aspect démographique. Il y a aussi l'aspect démographique. Oui, il y a aussi l'aspect de la densité de la population. Il faut tenir compte de ces éléments. Malheureusement que je n'ai pas les tests. Est-ce qu'on ne risque pas, selon l'esprit de Samir, de faire et puis d'exclure certaines préfectures? Parce que là, on dira qu'il n'y a pas assez de gens là-bas. Non. Il faut être réaliste. Si à supposer que dans une zone, par exemple, 50 personnes votent et élire un seul député, pour qu'un homme, une voix, pour que ce principe soit respecté, mais lorsque 10 personnes ou 50 personnes élisent un député, il faut que ça soit respecté également dans une autre zone. C'est-à-dire qu'il faut augmenter finalement le nombre de députés, ça. Mais je pense que le débat doit être posé avec acuité. À supposer que... Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que la région maritime et la région des plateaux, tous deux, font plus de nombres en termes de densité de population, et que lorsqu'on combine le nombre de députés par rapport à ces deux comment on appelle, deux régions, ils ne font pas la masse par rapport à ce qu'on déduit de l'autre côté. Là, il y a un problème. Ok, alors on va pas trop aller rapidement. Moi, je voudrais apporter quelques éléments. Je vais être très précis. Sauf que ce qu'il a dit, il n'a pas été complet. Par exemple, lorsqu'il cite l'article 19 du Code électoral, on dit les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'un an renouvelable. Ils jouissent pendant la période électorale et s'achevant avec la remise du rapport de la CENI d'indemnités et avantages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l'administration territoriale. Quand on prend une disposition, on ne s'arrête pas à l'alinéa premier. Ça veut dire que la mission pour laquelle la CENI a été mise en... Attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Mais c'est l'article 19 qui donne... S'il vous plaît. Attendez que je finisse. On parle des attributions. Là, je vais revenir là-dessus pour clarifier. Non. Vous avez fait cas du mandat de la CENI, qui est d'un an. Et on a dit renouvelable une fois. Sauf que l'alinéa 2 dit qu'en réalité, ça commence par pendant la période électorale, s'achevant avec la remise du rapport. Donc que la mission pour laquelle elle a été mise en place est terminée. Est-ce que ça vient annuler la première disposition? Non, ça veut dire qu'il y a une prorogation. Mais est-ce que ça vient annuler la première disposition? Non, ça n'annule pas. Mais pour pouvoir comprendre la disposition, c'est cela. Le deuxième aspect. Non, attendez. Le deuxième aspect. Lorsqu'il évoque, lorsqu'il parle à la fin, l'opposition a obtenu 1 million de voix et que le parti au pouvoir a obtenu 900 000 voix. Mais il se trompe largement. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection présidentielle où le comptage se fait à l'échelle nationale. Sauf que dans le cas des élections législatives, la préfecture est une circonscription électorale. Ça veut dire que si vous êtes candidat... Si vous êtes candidat... C'est juste ce que je veux savoir. Non, attendez, je termine deux phrases. Si vous êtes candidat dans une préfecture... Je vous coupe la parole. Non, la question de découpage, vous savez, en France, Marine Le Pen ne fait que ça, Elle réclame le redécoupage en France. Ça veut dire que ce n'est jamais juste. Le problème que nos partis... Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit juste. Oui, ça ne peut pas être un homme, une voix. Ici, on peut prendre 50 000 pour un député. Ailleurs, c'est comme les mairies. On ne va pas dire il faut tel nombre pour créer une mairie. Non. Mais voilà. Maintenant, le vrai problème, c'est que les partis doivent avoir des assises, une assise nationale. Autrement, ils vont vouloir que dans leur fief, on augmente le nombre de sièges pour qu'ils puissent s'en sortir. Voilà, c'est tout le problème. C'est un vieux débat. Non, je n'ai rien à ajouter. Moi, je pense que c'est une question de volonté politique, mais il ne faut pas seulement penser à l'intérêt de soi, mais penser à l'intérêt de toute la nation. C'est ce qui est important. Merci beaucoup à vous. Le temps ne nous a pas suffi. J'aurais aimé peut-être le mercredi prochain vous convier pour la suite de ces débats. On verra bien en cours de semaine. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. On n'aura pas le temps de faire les même contrairement à ce que les gens disent, je demeure un acteur de la société civile. Merci beaucoup pour la précision. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir accepté notre invitation, Germain. Merci pour l'invitation. Et je termine avec vous, Justin Anani. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est avec plaisir, docteur. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous promets qu'il y aura une partie bis de ce débat pour vous permettre d'aller plus dans le fond. Sûrement la semaine prochaine. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir, ce New World Info.